Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de cette triste actualité, ce carnage, le summum de l'horreur à Ogo-Sagou, 137 tués. Le bilan donc de l'attaque de ce village Peul dans la région de Mopti. Les populations civiles victimes d'hommes habillés en tenue traditionnelle d'Ozo. Une question que nous allons aborder avec nos invités, Maître Cheikh Omar Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Le summum de l'horreur, je vous le disais à l'instant, 137 tués, le bilan donc de cette attaque du village de Ogo-Sagou, les images insoutenables. Vous ne verrez pas une bonne partie puisqu'on a floué des populations civiles donc victimes d'hommes habillés en tenue traditionnelle d'Onzo, le même mode opératoire que celui du 1er janvier 2019. Vous vous rappelez, 37 personnes avaient trouvé la mort à Koulongo, Peul. Docteur Sissoko, 37 morts le 1er janvier, 135 aujourd'hui. Ça commence à être trop. Je crois que demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce sont les conséquences d'une politique désastreuse. Ce sont les conséquences d'une vision que nous avons toujours dénoncée. Et c'est regrettable. Je commencerai par présenter mes condoléances aux victimes et aux familles attristées. C'est lâche, c'est horrible. Mais il va falloir, dans cette circonstance douloureuse, que le président de la République, que j'interpelle personnellement, comprenne qu'il est temps de tout arrêter et d'amener les Maliens à travers une conférence nationale pour aborder tous les défis. On ne peut pas continuer de perdre nos militaires, de perdre nos populations, nos braves populations, d'être incapables de voyager de région en région, de village en village. Moi, je crois qu'il est temps qu'on se retrouve entre Maliens avec des solutions inclusives pour régler définitivement ces défis-là. D'accord, on va revenir aux pistes de solutions. Mais déjà, Alexis Kalambri, par rapport à cette autre attaque à Ogo-Sagou, 135 c'est à déplorer. Comme vous le dites, c'est vraiment, on est dans une sorte d'escalade qui fait que de plus en plus les chiffres sont élevés, de plus en plus la manière est bestiale. Et à la limite, on ne sait pas, est-ce qu'il y a une revendication derrière? Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'on va s'attaquer à des populations non armées juste pour le plaisir de tuer? C'est extraordinaire de croire que cela puisse arriver au Mali. Oui, Maître Konaré. Je m'incline devant la mémoire des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Moi, je fais le lien entre les tueries de Ogo-Sagou et l'attaque qu'a subi le camp militaire de Djoura. Parce que dans la revendication de l'attaque contre nos militaires à Djoura, le GESIM, groupe terroriste dirigé par Yada Gali, a bien précisé que cette attaque avait été conduite par Amadou Koufa, un Peul, et que c'était des représailles contre le massacre des Peuls dans le centre. Or, ce qu'on constate, c'est que dès le lendemain, ou 2 jours après, ce sont 137 Peuls qui sont massacrés. Donc c'est une forme de réponse à l'attaque terroriste conduite par le GESIM. Moi, je fais le lien. Pour autant, il y a d'autres causes dont nous parlerons certainement. D'accord, on va rester avec cette piste. Serge, si on reste dans cette logique-là, le GESIM pourrait revenir encore pour parler encore d'exactions contre les populations peules. Pour le moment, je ne vais pas rentrer dans cette analyse. Je ne partage pas l'analyse de mon ami Maître Konaré sur la question de revendication djihadiste peul. D'abord, je pense que
Ce n'est pas parce que un groupe djihadiste dit que Koufa était à la tête de la manifestation de Djoura qu'il était là. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça, je n'ai pas ces informations. Moi, d'abord, décris un peu ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que j'ai passé les nuits les plus difficiles de ma vie, d'hier à aujourd'hui, parce que j'ai eu l'outrecuidance de regarder les images qu'il ne fallait pas regarder. Et puis j'étais hanté toute la nuit par ces morts, et les enfants, parce que c'était quelque chose de planifié. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui sont venus tout de suite. Donc ils ont planifié, ils savaient qui était dans le village, comment les attaquer, comment faire. Ça m'a rappelé un peu, je vais vous dire, toute proportion gardée, les premières images des drames que j'ai vus au Libéria et en Sierra Leone. On n'a jamais pensé que ça pouvait se passer ailleurs. J'ai pensé tout de suite à la Sierra Leone, ou un village libérien ou au Sierra Leone. Parce que c'était planifié. Certains ont été abattus, des cases ont été brûlées, des personnes ont été fracassées, des greniers ont été brûlés, des animaux calcinés. Donc ce n'était pas un vol, parce que si c'était pour voler, on n'aurait pas calciné les animaux. Donc ce qui s'est passé, c'est au-delà de l'entendement, c'est extrêmement grave. Et je pense qu'il y aura, j'espère, un avant et un après massacre. Oui, pour rester dans l'avant, on a parlé, docteur Sissoko, du 1er janvier 2019, Koulongo Peul, 37 personnes tuées. Et pourtant, après, il y a eu une visite. On se rappelle cette interview du chef du village de Koulongo qui disait aux autorités qu'est-ce que les villageois vont faire une fois l'équipe retournée à Bamako. On se rappelle encore, assurance leur avait été donnée que tout sera mis en place. C'est vrai, ce n'est pas Koulongo, mais c'est Ogosagou, docteur Sissoko. Et Michel Tangara, je vous dirais toujours que c'est l'absence de l'État qui entraîne toutes ces situations difficiles que nous connaissons. Et l'absence de l'État est justifiée par d'autres situations que Konaré avait voulu soulever ultérieurement, ou se propose de soulever. Parce que c'est une chaîne. L'État n'est pas là. Pourquoi l'État n'est pas là? Il y a des raisons. Et pourtant, on nous a toujours fait croire que tout va bien. On va au-delà de cette population. Depuis la signature d'un accord, on avait cru à la paix. Mais cet accord a été signé. Où est-ce que nous en sommes? Et on veut encore prendre notre constitution et l'envoyer qui peut nous garantir qu'on aura encore la paix. C'est la vision cancéreuse qui nous entraîne dans cette situation. Nous sommes en guerre depuis 2012. Depuis Aguelhok, l'État malien devait se comporter comme un État en guerre. Mais nous nous comportons comme un État ordinaire. D'accord. Ok. Alexis Kalambri, comment déplorer cette absence de réponse de l'État? Quand on prend la région de Mopti, Sévaré quand même, c'est une ville militaire, Sévaré. Et ces villes-là, ces villages-là ne sont pas trop loin de Sévaré. Comment expliquer cette incapacité à pouvoir anticiper, à pouvoir déployer l'armée comme il le faut pour anticiper de telles horreurs? Non, il y a un mécanisme de déploiement de l'armée. Malheureusement, disons, on ne pourra jamais, disons, avoir un militaire dans chaque village pour prévenir. Mais oui, si les patrouilles se faisaient normalement, s'il y a une coordination, surtout, ça arrive à un moment où vous avez dans la région, à moins de 15-20 km du lieu du massacre, vous avez des concertations qui ont lieu. Donc, c'est d'abord remettre ces concertations en cause, parce que peut-être ce n'est pas les bonnes personnes qui sont là. Pour autant, je pense que si on connaît la philosophie des terroristes, il faut qu'on parvienne, malgré les difficultés, malgré la douleur, à pouvoir rester lucide et voir comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus, comment aller au-delà, transcender nos douleurs pour trouver ensemble des solutions. La question que vous posez, tout le monde se la pose. Je ne sais pas si tu vois ce que Tangara disait. Je connais un peu la zone. De Sévaré à Banca, ça fait 110 km. C'est bitumé. Donc, vous avez le village en question qui est à quelques dizaines, moins de 20 km. C'est-à-dire que l'idée ou l'idéal aurait été que nous ayons quand même sur le bitume un dispositif qui peut, en tant que grenadier voltigeur, aller dans un village à 20 km, intervenir à 20 km.
Donc, sur le plan sécuritaire, peut-être qu'on parlera des sanctions tout à l'heure, il y aurait pu avoir ce dispositif qui n'y avait pas eu. Moi, je voulais quand même le souligner. Oui, tout à fait. Maître Konaré, il y a aussi le fait qu'on n'a pas tiré les enseignements de Koulongo quand même. Déjà 37 morts, c'était trop. On devait tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Et ça s'est reproduit en double, sinon en triple. L'une des premières raisons de ce massacre perpétuel dans le centre, c'est la culture de l'impunité qui, je pense, va finir à partir de maintenant. La culture de l'impunité. Parce qu'on a découvert des charniers. Le gouvernement a fait un communiqué pour déplorer, mais personne n'a été jugé, personne n'a été arrêté. On a vu Koulongo, le gouvernement s'est rendu sur le terrain à distribuer des bénédictions des céréales, mais il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de jugement. Alors, c'est un message qu'il y a là, que les gens peuvent continuer à tuer impunément. Et donc, le jour où j'ai parlé de la nécessité de sanctionner, un de mes co-débatteurs avait dit ici qu'une sanction contre des soldats qui seraient coupables de ces charniers-là démoraliserait l'armée. J'ai dit, dans ces conditions, ce ne serait plus 37, mais ce serait 500 qu'on verrait. On est plus loin de ce chiffre. Bon, on espère ne pas atteindre 500. Donc, la culture de l'impunité, il faut que ça cesse. Un État, lorsqu'il découvre un crime, doit déférer les criminels devant la justice. C'est élémentaire. Et quand des criminels sont déférés devant la justice, ils doivent être jugés publiquement pour donner l'exemple. Ce n'est pas pour rien que dans les temps anciens, on promenait le coupable au marché pour bien montrer que quiconque ferait un acte pareil subirait la même sanction. D'accord. Alors, j'ai dit, il faut mettre fin à la culture de l'impunité, n'est-ce pas? Il faut sanctionner. Et je crois que le gouvernement l'a compris lorsqu'il a décidé de prendre une série de mesures contre certains chefs d'état-major de l'armée, etc. Mais ça ne suffit pas. D'accord. Je termine en disant, le gouvernement dissout Dana Amassagu comme étant une milice. On a toujours demandé au gouvernement de sévir contre cette milice, mais il ne s'agit pas simplement de dissoudre. Quand le gouvernement lui-même reconnaît que Dana Amassagu est une milice armée, susceptible d'avoir commis ces crimes-là, les responsables de Dana Amassagu doivent être arrêtés et traduits en justice. Ok. Est-ce que la reconnaissance, la dissolution même du mouvement d'autodéfense Dana Amassagu n'est pas une reconnaissance d'aveu tacite de la part du gouvernement? Puisqu'on l'avait vu, il y avait un document daté du 20 mars attribué à Dana Amassagu qui se proposait d'organiser des patrouilles dans cette partie du Mali. Ça, c'est évident. Mais vous savez que c'est une association. La loi 1900, ils ont un récépissé. Donc, il dépend du ministère de l'administration territoriale. Ils n'ont pas un récépissé en tant que groupe armé, ça n'existe pas. Mais vous avez un mouvement, on ne peut pas interdire ça, de créer un mouvement pour défendre la culture Dogon, etc. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est quand ce mouvement se transforme parfois en mouvement d'autodéfense. Il faut avoir peur du terme d'autodéfense. J'ai toujours dit ici, et je le répète, qu'on ne sous-traite pas la sécurité. Si vous donnez l'impression de sous-traiter votre sécurité avec un groupe armé, avec une milice, ça peut donner comme ça. C'était le 20 mars, et je suis d'accord avec vous parce que j'ai le document, le Dana Amassagu fait un communiqué pour dire nos populations ne sont pas protégées, nous avons décidé d'entreprendre, de mener des campagnes, de mener des patrouilles, voilà, des patrouilles. Ouais. Ils n'ont pas le droit de mener des patrouilles, c'est pas le rôle. À partir du moment où le document sort le 20, c'est-à-dire le même 20 mars, puisqu'on a des services de renseignement, il est évident qu'on devait appeler les responsables de ce mouvement à ne pas faire ce qu'ils avaient envie de faire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le gouvernement a donné jusqu'au 30 janvier 2019 à toutes les milices de désarmer. Sinon, on les désarmerait par la force. Janvier, février, nous sommes quand même au mois de mars. Donc, comme le disait tout à l'heure Maître Konaré, et je me réjouis de m'entendre avec lui ce soir, il faut tout de suite que le gouvernement serre les boulons, prenne les décisions, continue à prendre les décisions qui sont prises. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en prenant seulement ces décisions, le problème est réglé.
Il ne faut pas déplacer le problème, il faut plutôt le régler. D'accord. Alexis Kalambri. Oui, Vous allez avoir la parole. Avant, Alexis, je voulais préciser quelque chose. Ok, Alexis, rapidement. tu m'excuses. Le gouvernement a tous les moyens juridiques pour dissoudre ou empêcher une association lorsque l'ordre public est en jeu. C'est ce qui a été fait. Il a tous les moyens. C'est ce qui a été Donc dire que c'est une association fondée sur la loi de 1905, la loi de 1905 est très précise. Lorsque l'ordre et la sécurité sont mis en cause, mis en épreuve, le gouvernement peut tout faire. C'est ce que le gouvernement a fait. Voilà. Ok, d'accord. Alexis Kalambri. La bonne question à ce Mais niveau, pas trop c'est est-ce qu'on a les moyens de faire appliquer ces décisions? Si vous avez suivi le Premier ministre, en dehors ou en plus de cette décision de dissolution, on a dit on va interdire la circulation des motos. Ça, c'est interdit depuis longtemps. Mais il se dit quand même qu'il y a des motos qui circulent. Mais encore une fois, le préalable, c'est la présence de l'État, de sorte que les décisions soient respectées. Et je pense que c'est surtout à ce niveau qu'il faut d'abord agir. D'accord. Docteur Sissoko, quel doit être le discours de l'État du Mali à l'endroit des populations Peuls, sinon des organisations culturelles Peuls? On a entendu des responsables de ces mouvements, Tabital Poulago, dire qu'il y a eu Koulongo parce qu'à Koulongo, les populations n'étaient pas armées, qu'il y a eu Ogosagou parce qu'à Ogosagou, les populations Peuls n'étaient pas armées, et que désormais, ils vont trouver les moyens de financer les Peuls pour qu'ils assurent leur défense. Ça peut nous conduire à l'escalade, mais quel doit être le discours justement de l'État pour décourager de telles initiatives? Avant de toucher au discours, je voulais d'abord critiquer cette mesure-là. Ce sont des mesurettes. Les changements dans la hiérarchie, On va en parler. c'est des mesurettes. On va en parler. Comment peut-on dissoudre l'association des Dogons et ne pas dissoudre l'association des Peuls, qui ont déjà été victimes d'une situation? Ils vont se venger. Mais ce n'est pas possible. Ce sont des mesurettes aveugles. D'accord. Moi, je crois que le communautarisme, j'ai l'habitude de dire sur ce plateau, c'est une erreur que d'encourager le communautarisme. Nous devons aller vers la nation. Nous devons être d'abord maliens avant d'être Kachonké ou Bambara ou quoi, je ne sais quoi. Mais le gouvernement, chaque jour, ce sont les associations qui sont créées. Chaque jour, ce sont les associations qui sont créées. Et comme Serge l'a dit, la vraie raison de la création de l'association n'est jamais posée dans les documents. D'accord. Donc moi je dis, aujourd'hui, il va falloir que le discours soit un discours de vérité. Et que la loi soit appliquée. Et que force reste à la loi. Et comme Maître l'a dit, la mission pénale de l'État doit être en vigueur, doit être en marche. C'est la seule solution dans un État démocratique. Nous avons décrété l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, faisons le résultat, l'inventaire de ce qui a été fait pendant l'état d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut présenter que valablement l'état d'urgence nous a permis d'atteindre ce but-là? Mais quand on décrète l'état d'urgence, ça permet au gouvernement de piétiner, de toucher aux libertés. Mais qu'est-ce qui les empêche? On va parler de ça. Qu'est-ce qui les empêche d'exercer les pouvoirs régaliens pour nous sauver de cette situation? D'accord. Serge Daniel, par rapport au discours, c'est vrai que ce qui est fait, mais le souhait d'un Malien, ce n'est pas qu'on tombe dans l'escalade, que de l'autre côté, il y ait velléité de vengeance. C'est vrai, ces mouvements-là, les leaders-là, on peut les comprendre, mais qu'est-ce qui doit être dit pour les décourager, et ça, pour qu'on ne bascule pas? C'est très important, parce que vous parlez tout à l'heure de Tabital Poulakou. J'ai lu des déclarations avant de venir ici, de hauts responsables, à qui on a attribué des propos qui ne sont pas démentis pour le moment, et qui disent « nous allons nous armer à notre tour ». Si on en arrive là, c'est terminé, il n'y a plus d'État. Donc il y a deux images de mon point de vue. Il y a une délégation de la République qui s'est déplacée pour aller sur les lieux aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas terminé, si vous vous informez. Mais il faut qu'on revoie tout de suite les leaders de ces deux communautés. Avec les responsables politiques, évidemment. Mais ce n'est pas seulement pour la photo. Parce qu'on a fait plusieurs fois, moi j'ai fait plusieurs missions à l'intérieur où on a vu les responsables politiques Dogon et Peul discuter, mais ce n'est pas un problème seulement de Dogon et de Peul. Ce sont des problèmes de civils, monsieur, qu'on assassine gratuitement.
qui ne méritent pas le sort qui est le leur. En plus, il y a un attachement de cette région au Mali. Et je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans le centre, ce qui me frappe, moi, alors qu'ils sont à 200 km de la frontière avec le Burkina, ils préfèrent parcourir 700 km pour venir au sud, pour se mettre en sécurité, parce qu'ils se sentent maliens. Et on a le devoir de les protéger. Alexis Kalambri, le discours pour qu'on ne bascule pas. Il y a, c'est humain, disons, la posture adoptée par les responsables des mouvements Peul, mais il y a l'État qui doit agir à deux niveaux. D'abord, chercher à rencontrer ces gens, à discuter, mais comme disait Serge, pas pour la photo, mais vraiment leur donner cette fois-ci de vraies garanties que ça ne se reproduira pas et voir avec eux les mesures qu'il faut prendre pour vraiment aller à la stabilisation du centre. Parce que, oui, c'est vrai, la circulation des mouvements djihadistes n'est pas contrôlable, mais on peut faire en sorte que on ait des dispositifs qui permettent de rallier facilement des zones et on peut organiser des patrouilles de sorte que les populations se sentent rassurées chez elles. Oui, je ne veux pas vous contredire, mais moi je doutais de tout sauf du fait que je doute. Mon doute est cartésien. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. On n'avait pas besoin d'avoir ça pour aller dans la bonne direction. J'ai parié avec un ami. Hier, j'ai perdu parce que il m'a dit, vous allez voir, Serge, on va dissoudre la milice d'Anna Sagou. Je dis, c'est faux. Mais elle a été dissoute aujourd'hui. Bon, on aurait pu le faire un peu plus tôt. Mais c'est pour dire quand même que les choses peut-être peuvent avancer si on veut bien. Mais on n'avait pas besoin d'attendre l'hécatombe avant de prendre cette décision. Il fallait dissoudre tous les groupes d'armées. À partir du mois de janvier, le Premier ministre a dit, il a répété, je vous donne jusqu'au mois de janvier, fin janvier pour désarmer. Si vous ne désarmez pas, je vais vous désarmer par la force. Ok. Maître Konaré, bon, je connais votre rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation. Par rapport à Mopti, par rapport au centre, il y a des choses qui sont prévues, hein, et c'est le moment peut-être de les appliquer par rapport au centre. Dans le cadre du DDR, par exemple, des deux côtés, ça peut nous faire passer à une autre étape, la stabilisation de Mopti. Je vais vous dire. Ça peut être une piste de solution. Le DDR au nord, je vous l'ai dit, c'est du théâtre. Ceux qui ont des armes, qui sont des vrais combattants de la CEMA, ne vont jamais désarmer. Parce que leur arme, c'est leur gagne-pain. Sans armes, ils ne sont rien. Ils ne vont pas désarmer. Ils vont continuer, n'est-ce pas, à nous envoyer des lance-pierres ou du menu fretin. Et le gros de leurs troupes va rester à Kidal. Et par rapport au centre, il faut que, de toute urgence, ici et maintenant, l'État, sans aucun délai, se redéploie avec sa force armée dans tout le centre. Mais on peut me convaincre peut-être que le Mali n'a pas une armée suffisamment forte pour faire face aux hordes terroristes et autres qui sont au nord. Mais au centre, il n'y a que des miliciens, des chasseurs d'oiseaux. Comment peut-on me convaincre que l'armée du Mali peut être réduite à l'impuissance par une milice d'oiseaux? Mais autant dire qu'on n'a plus d'armée. Mais disons quand même qu'au centre, il n'y a pas que la milice d'oiseaux. Et il y a quoi d'autre? Il y a autre chose. Oui. Il y a d'autres groupes. Le centre peut être pacifié par l'armée. Si l'armée ne peut pas pacifier le centre, il vaut mieux fermer la boutique malienne et nous exiler. Oui, Alexis, je ne sais pas si vous avez entendu, hein, souvent par rapport à Mopti, on dit qu'il y a d'autres mouvements différents des Peuls et des Dogons qui ne parlent même pas français, qui parlent souvent anglais. Est-ce que cette piste est plausible, des mercenaires? Je crois beaucoup en cette piste. Ça a été souvent évoqué, la présence de groupes purement étrangers au Mali, qui n'a pas été assez prospecté de mon point de vue. Mais oui, il existe non loin de Soufroulaye un camp de DDR ou un camp de cantonnement et comme je le disais tout à l'heure, il y a des discussions qui étaient déjà en cours et je connais des notabilités de la zone qui sont en train, en dehors de l'État, d'organiser des rencontres pour faire parler les communautés entre elles. Mais n'oublions pas la donne du terrain.
le centre est une zone où le déplacement est assez difficile. Nous avons besoin de plus de capacité de mobilité, de mouvement. Il y a des difficultés réelles dont il faut tenir compte. Mais en tout état de cause, pour revenir à ta question, je pense qu'il faut essayer au moins de dissocier entre ces communautés qui s'entretuent et qui serait, de mon point de vue, plus facile à gérer que cette menace invisible de djihadistes qui écument la zone, souvent des étrangers qui écument la zone et à la limite avec qui on n'a souvent pas le droit de parler. Moi je suis persuadé, je persiste et je signe, Dana Massagou, ce n'est pas le seul groupe armé dans le centre du Mali. Ça c'est un. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est qu'il y a forcément des interférences étrangères. Si vous savez, vous avez constaté il y a 2 ou 3 semaines, on s'est rendu un nouveau mode d'opération. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un corps, quelqu'un qui a été assassiné, ses parents le recherchent, on le retrouve, et on se jette sur le corps, et boum, le corps était piégé. Ça, c'est pas malien. Ce ne sont pas des choses, ce n'est pas une doctrine qu'on apprend ici au centre. Probablement donc qu'il y a ne serait-ce que des instructeurs étrangers qui viennent sur le terrain pour apprendre un mode de fonctionnement. Donc, je voulais dire qu'il y a quand même une connexion avec les groupes djihadistes étrangers. Ok, oui. Ce n'est pas du nouveau ce qu'il est en train de dire. Quand les Tchadiens sont venus et qu'ils sont descendus avec les Français au nord, tout en maintenant notre armée à Gao. Mais les Tchadiens ont déjà découvert ce mécanisme. On parle au nord, on n'a pas parlé au centre. Moi, je parle du centre. Bon, moi ce que je veux dire, la stratégie là, comme il l'a dit, le Mali a les potentialités militaires pour régler toutes ces questions-là. Mais les militaires sont dans un ordre administratif. C'est le politique qui draine les militaires. Les militaires sont dans le cadre d'une politique. Les militaires ne peuvent prendre aucune initiative. Donc s'il y a un problème, c'est la politique politicienne qu'il faut s'attaquer. Les militaires, ils sont là, ils sont prêts. Si on leur laisse aujourd'hui la liberté, ils vont libérer le Mali. On leur dit déjà de ne pas dépasser une ligne. Et pourtant, aucune juridiction internationale ne peut empêcher le Mali, à l'armée malienne, d'aller là où elles veulent, sur le territoire national. Okay, justement, on va rester... C'est des politiciens qui sont en train de bloquer les actions militaires. D'accord, on va rester avec vous. Dès votre prise de parole, vous aviez commencé à ébaucher les pistes de solutions. Docteur Sissoko, il y a eu Koulongo, aujourd'hui il y a Ogosagou. Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on n'assiste pas moi, je crois qu'il faut tout arrêter maintenant. Nous avons assisté à toutes sortes de situations difficiles. Trop, c'est trop. Dans l'intérêt même du pouvoir, il y a lieu de tenir un langage de vérité à la classe politique et aux populations. La situation est grave. Si vous lisez Claude Leclerc, De Gaulle l'a fait. À un moment donné, De Gaulle a présenté la situation nationale et internationale de la France. Et il a invité les populations à prendre en main leur propre destin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est temps que les Maliens se retrouvent dans une conférence nationale. Il est temps qu'on en discute. Il est temps qu'on cesse les mesurettes. Et cette conférence nationale va décider de façon souveraine et les résultats seront appliqués et le président va s'engager pour ça. C'est la seule voie qui peut nous amener à une sortie de crise. Sans ça, je n'en vois pas. Le gouvernement, nous sommes au 2e mandat. 5 ans, on n'a pas pu faire quelque chose. On a amorcé une 5e année. Changer d'homme, changer de gouvernement, ça ne change rien. Le gouvernement ne fait qu'appliquer une politique dont il ne définit pas. C'est le président qui définit. Et le gouvernement applique. Donc, changer les hommes, ça ne change rien. Ce qu'il faut changer, c'est la politique. D'accord. Alexis Kalambri, faites attention au micro à notre table. Oui. Les mesures du docteur sont peut-être à long terme, mais à bref échéance, je pense que il faut chercher à identifier dans les communautés les vrais leviers sur lesquels on peut travailler. Si vous prenez le cas de la migration, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, on a essayé de savoir qui fait partir les gens. Et je pense que ça a donné des résultats. Donc,
à la limite, pour trouver une solution tout de suite, je pense que la solution militaire qu'on a trouvée est à saluer. Mais au-delà, je pense qu'il faut, au niveau des communautés, identifier les vrais leaders avec lesquels il faut parler et écouter ces gens. Sinon, les concertations, et même les concertations, trouver les bonnes personnes pour les... Parce qu'actuellement, je dis actuellement dans la zone, il y a des concertations malgré tout. On a fait des massacres à moins de 20 km des lieux de concertation. Le dialogue est inévitable. Je suis d'accord avec vous, mais sans crier. Vous avez la force, vous avez une force que moi je n'ai pas. J'aime trop mon pays. Et oui, tout le monde aime son pays, on aime tous le Mali ici. Mais à la différence très rapidement que nos micros souffrent quand vous tapez sur la table. Donc vous faites attention la prochaine fois. Voilà, donc c'est ce que j'ai toujours appelé ici le SMIC politique. Je dis qu'il faut qu'on s'entende sur quelque chose, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, du centre, il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le Mali. Et si on ne s'entend pas sur ça, ça ne peut pas avancer. C'est-à-dire que si vous avez des acteurs à la base, et j'en aurais terminé, qui se disent, mais attention, qui c'est Soumaïla, si c'est il est de l'opposition, si c'est M. Tchébile Dramé, il est de l'opposition, si c'est Ibeka, il est de la majorité, Boubé, il est de la majorité, s'ils pensent la même chose, c'est-à-dire un SMIC politique, où on s'entend sur un minimum de base, il dit, les gens en face vont se dire, attention, on ne peut pas aller à gauche, à droite. Donc nous sommes obligés de nous entendre. Ce dialogue est nécessaire, vital pour moi, et urgent, parce que pour le moment, moi je suis persuadé que nous sommes toujours sur la margelle du puits et non pas dans le puits. Oui, Maître Konaré, après Koulongo, Ogosago, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on... Je partage entièrement l'idée d'une conférence nationale. Cette idée, je l'avais déjà émise il y a longtemps. Il s'agira pas seulement de parler de sécurité, il s'agira de parler de tous les segments de l'État malien. Aujourd'hui, tous les segments de l'État malien sont gangrénés. Vous parlez de santé, ça ne va pas. L'éducation, ça ne va pas. L'armée, ça ne va pas. Et l'école, ça ne va pas. La justice, ça ne va pas. Rien ne va. Et de surcroît, tout le monde est pauvre. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement seul ne peut pas. Voilà. Le gouvernement seul n'a pas l'idée ni les solutions à appliquer. Certes, il fait ce qu'il peut, mais il lui faut écouter désormais des solutions proposées par l'ensemble des 17 millions de Maliens. Et il faut qu'on le fasse vite. C'est ça qu'on appelle la conférence nationale. Et cette conférence nationale va nous dire si oui ou non, nous devons continuer avec cet accord de paix signé avec les groupes armés. Si la nation le décide, vous n'entendrez plus Maître Konaré critiquer cet accord. D'accord. Mais si je le critique, c'est parce que j'estime qu'il a été signé dans des conditions déplorables pour l'État du Mali et qu'il est en train d'être exécuté, n'est-ce pas, de manière tout à fait partielle et qu'il y a plein de clauses là-dedans qui ne peuvent même pas être appliquées. D'accord. Et qui donnent toujours aux rebelles le prétexte pour ne pas avancer. La preuve, au moment où nous parlons, la CEMA a suspendu toute participation au mécanisme de suivi de l'accord. La CEMA se considère comme en une sorte de on guerre. Va rester sur le centre. Voilà. Okay. Vous m'avez sauté, laissez-moi terminer. Laisse-le terminer. Laissez-moi terminer. Voilà. Donc, traiter de l'accord de paix, nous dire quelle forme de démocratie il nous faut. Parce que la démocratie qu'on a là, ce n'est pas une démocratie. C'est simplement des textes qu'on est en train de copier venus de Paris, mais qui en réalité ne répondent pas à nos aspirations. Que vous preniez le code domanial et foncier, que vous preniez la loi électorale, aucune loi malienne n'est adaptée au Mali. Merci Maître Konaré. Je vous rappelle qu'on ira en profondeur dans cette thématique à 21h politique avec Robert Dissa, qui reçoit Dr Ali Tunkara, sociologue, Maître Hassan Bari de Tabital Poulakou, Noum Togo,
politique, hein, à 21h politique. Comment éviter de tels autres drames? C'est à 21h temps universel. Deuxième thème de ce débat du dimanche, attaque du camp de Djoura. Après l'émotion, les sanctions, le président de la République s'est exprimé sur la question cette semaine. C'était lors de la présentation au drapeau de la QV 2019 du service national des jeunes. Le mot d'ordre de président Ibrahim Boubacar Keïta que je vous invite à suivre. J'ai au cœur, vous le savez, Djoura. Djoura l'a martyrisé, Djoura l'a torturé, Djoura l'a agressé, Djoura l'a violenté, Djoura l'a surprise. Que non, que ce ne soit plus le cas. Que ce ne soit plus le cas. Que nous ne soyons plus surpris nulle part. Monsieur les chefs militaires, je vous y engage instamment, en le nom de la patrie. Nous sommes en guerre. Aucune négligence ne saurait plus être tolérée. En tout cas, je ne la tolérerai pas. Pour la vie de nos enfants, pour le salut de la patrie. Chacun doit savoir, en quelque lieu où il se trouve, que nous sommes sous des regards qui ne sont pas des regards amicaux, que nos moindres fautes, nos moindres failles seront exploitées. Hélas, pour nous faire un sort pas toujours le meilleur, le plus funeste. Que cela ne soit plus. C'est nous qui devons apporter de la peur ailleurs, pas qu'on nous l'apporte à nous. J'espère que mon message est bien compris. Ceci est un mot d'ordre aux forces armées. Qu'il soit compris dorénavant, très clairement. Rappelez que l'attaque du camp de Djoura a été différemment perçue, notamment au niveau des garnisons. À Nioro du Sahel, Ségou et Sévaré, des parents de militaires ont exprimé leur mécontentement. Et aujourd'hui, on apprend des nominations au niveau de la hiérarchie militaire. Oui, docteur Sissoko, vous voulez réagir rapidement? Moi, je vais réagir à mot du président. Je vais tout juste dire que je suis surpris, qu'il ait compris maintenant qu'on est en guerre. C'est à partir de cette phrase que moi j'ai été déçu. Parce que nous, on a su qu'on était en guerre depuis Aguelhok. Quand on a égorgé nos soldats. Un seul soldat blessé. C'est la nation qui est en guerre. C'est maintenant qu'on reconnaît qu'on est en guerre. Je comprends l'impertinence des politiques. C'est regrettable. Nous sommes en guerre depuis 2012. Et il faut laisser l'armée faire son travail en toute indépendance. Nous sommes dans l'état d'urgence, il faut aller à l'état de siège. Comme il le reconnaît maintenant. Vous savez, on définit mal cette crise-là. Nous ne sommes pas, on ne définit pas réellement de la même façon cette crise. Tout le monde dit crise multidimensionnelle. Moi, j'appelle ça, cette crise, un complot d'État contre le Mali. Si des États étaient sincères avec notre pays, comme on a été sincère dans l'histoire avec ces États-là, on ne serait pas là. Mais MNLA voulait rendre ses armes et bagages. Il l'avait dit. L'ambassadeur est venu tout éclaircir en disant que c'est la France qui est venue ajouter du désordre au désordre. Nous sommes dans un complot d'État contre notre pays. Et depuis 2012. Et en conséquence, on devait s'y préparer. Mais non, nous avons donné notre tête à l'un de ces États. On va baisser peut-être. Donc cette situation aujourd'hui, il va falloir qu'on redéfinisse la crise. Qu'on essaye de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Et heureusement, nous attendons les impacts de ce qui se passe d'ailleurs dans certains pays. D'accord. Voilà. Oui. Alexis Galambi. Non, je pense que ce n'est pas maintenant que le président reconnaît qu'on est en guerre. Il a rappelé aux officiers. Et je pense que disons, on espère vraiment que en plus de cette nouvelle respiration, comme aime dire Serge, qu'on a donnée à l'armée, qu'il y aurait d'autres mesures allant dans le même sens. Je l'ai dit la dernière fois, on a vu au Niger, au Burkina, des militaires passer devant les tribunaux de guerre chaque fois que leur garnison a été prise ou chaque fois qu'ils ont déserté. Si
on met les militaires dans les conditions avec cette loi de programmation militaire, en contrepartie, on est en droit d'exiger tout d'eux. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait équilibre à ce niveau-là. Oui, Maître Konaré. Oui, le camp de Djoura, comme je l'ai dit la semaine passée, est tombé suite à des défaillances militaires. D'abord, le camp était commandé par un capitaine. Entre un capitaine et un général, vous savez combien il y a de grades? Il y a commandant, lieutenant-colonel, colonel, colonel-major, et on arrive finalement aux généraux de brigade. Et il y a encore d'autres généraux, généraux de division, de corps d'armée, de corps d'armée, etc. Tout ce beau monde est à Bamako. Comment peut-on confier 200 soldats à un simple capitaine qui n'a ni le niveau technique pour les diriger dans une guerre, ni les moyens de contacter la plus haute hiérarchie en cas de pépin? Il faut que les généraux, au-delà des sanctions qui viennent d'être prises par le président de la République, redescendent sur le terrain. Qu'on ne voit plus aucun général à Bamako, qu'ils soient tous affectés à Ségou, Mopti et dans le nord. Et ceux qui sont dans les ambassades. Et dans les nord. Voilà. Okay. Il y a des postes dont moi je ne veux pas entendre parler. Voilà. Ça me hérisse le poil. Le poste de haut commissaire, haut fonctionnaire de défense dans les ministères, il sert à quoi? Il y a même un haut fonctionnaire de défense au ministère de l'eau et de l'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Oui, donc ce sont des strapontins qu'on fabrique pour les généraux, pour leur donner le sourire. Ça ne marche pas. Le Mali est en guerre. Voilà. La guerre doit être conduite par les généraux. Et la guerre, ce n'est pas à Bamako, c'est au centre et au nord. Il faut les affecter là-bas. Okay. Ceux qui ne peuvent pas doivent être mis à la retraite d'office ou démis de leur fonction. C'est tout. Alors, Tagara, je ne vous pas très bien, c'est quand même une émission de journalistes. Mais vous voyez, les militaires sont là-bas, les journalistes civils sont ici, et vous nous faites peur, parce qu'on n'a pas la force de votre voix. Alors, je voulais dire deux choses. Je veux revenir au discours du président à la sortie. Et au limogeage, en fait, c'est normal. Moi, je m'intéresse aux questions de défense et de sécurité. Je connais personnellement et particulièrement tous ceux qui ont été limogés. Ce sont des cadres de valeur. Je répète, ce sont des cadres de valeur. Je me souviens à l'époque, il y a eu une attaque, vous vous souvenez, l'année dernière ou l'année sur-dernière à Boni. Le ministre de la Défense, l'excellent Tcheman Koulibaly, il a été démis de ses fonctions. Ça ne veut pas dire qu'il était responsable. Mais c'est le principe, si vous voulez. Quelqu'un doit payer pour les autres. Est-ce que c'était eux seuls qui devaient payer? Ça, c'est autre chose. Il était responsable, mais pas coupable. Mais responsable, mais pas coupable. Pas coupable. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, pour le discours du président. Le président est mauvais quand il lit un discours. Mais il est excellent quand il improvise. Mais moi, si j'étais responsable de son service communication, ce discours-là, ce n'était pas pour la vox populi, c'était pour... Il s'adressait à des gens. Donc, on n'avait pas besoin forcément de diffuser ça à la télévision ou dans les médias. En plus, c'était l'ORTM qui avait le monopole de l'exclusivité du discours. Je pense que c'est le service de communication qui n'a pas joué son rôle. Ce rôle, il a le droit de le tenir face à des troupes, si vous voulez, mais pas quelque chose à diffuser à la télévision. C'était une erreur. Ouais, justement, puisqu'on a écouté, on a entendu le Vox Populi qui dit que ce n'était pas le premier mot d'ordre du président. Voilà. On a dit qu'après les inondations au Banconi, le président a donné un mot d'ordre. En 2014, quand cette année a été décrétée année de lutte contre la corruption, il y a eu un autre mot d'ordre. Peut-être tant mieux si c'est le bon mot d'ordre, puisque les sanctions sont tombées. Parce qu'il s'adressait aux gens, il avait le droit de parler comme ça. Exactement. Mais on n'avait pas le droit de publier ça forcément comme ça. Parce qu'en plus, je le dis sincèrement, Alexis le sait, je n'ai pas la carte du parti du président. Ok, les sanctions sont tombées, Alexis, par rapport à ces sanctions. Certains disent que le président avait la latitude de faire un bombardement général, mais qu'il a opté pour une frappe chirurgicale en étant sélectif au niveau des sanctions. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à ce niveau? Bombardement ou frappe chirurgicale? En tout état de cause, je pense que l'objectif est atteint dans un premier temps, et c'est ce qui compte. Mais Serge parlait des partants. Moi aussi, je connais ceux qui sont venus, et ici, tout le monde autour de la table sera unanime qu'ils étaient au cœur du théâtre des opérations,
qu'ils sont en adhérence avec les troupes et les réalités du terrain, et peut-être qu'ils seront capables d'apporter les meilleures solutions dont on a besoin maintenant. Oui, c'est la bonne, c'est le bon mot d'ordre, les changements au niveau de la hiérarchie militaire. Moi, je salue ces changements. Ceux qui remplacent les partants, je ne les connais pas. Mais je vois dans ces changements-là un signal. Le signal qu'aucune défaillance, comme le président de la République l'a dit, ne serait plus tolérée. Le signal que ceux qui prennent le relais doivent s'attendre à produire des résultats et doivent s'attendre à des sanctions s'il n'y a pas de résultats. C'est en cela que ces changements-là donnent, je veux dire, je me félicite de ces changements. Maintenant, il ne faudrait pas que la routine reprenne le dessus. Parce qu'au Mali, chaque fois qu'il y a un choc, un événement douloureux, tout le monde est choqué, mais une semaine après, tout le monde oublie. Il faudrait qu'on ait et qu'on garde à l'esprit que le pays se trouve en guerre, et au centre et au nord. Que le pays, comme le docteur Sissoko l'a dit, se trouve dans un complot international. Il est victime d'un complot international. Parce que les troupes qui viennent attaquer à Djoura, mais ne tombent pas du ciel. Elles ont traversé des frontières. Et que faisaient les armées de ces pays dont les terroristes viennent? Vous comprenez? Donc il faut que ce complot international fasse partie des débats, n'est-ce pas, qui vont s'ouvrir dans le cadre d'une conférence nationale qui peut ne pas être souveraine, qui peut simplement constituer une assise nationale chargée de réfléchir à des propositions à soumettre au président de la République. Oui, docteur Sissoko. Moi, je voulais dire que vraiment, ces changements-là ne représentent rien envers moi. Ces changements-là ne seront productifs lorsqu'on n'associera pas d'autres mesures supplémentaires. Notamment, ce n'est pas les militaires qui décident, c'est le politique qui commande les militaires. Changer de gouvernement, changer d'homme, de ministre, ça ne veut rien dire. Le gouvernement exécute une politique dont il ne définit pas. Et le président ordonne, le gouvernement exécute. Nous avons élu un président. C'est lui qui est responsable devant nous. Un point, un trait. Donc il n'a qu'à tout simplement cesser de penser que seul il peut régler ce problème. Le problème maintenant, il est national. Il n'a qu'à appeler tout le monde, qu'on se retrouve et qu'on élabore des solutions inclusives et nationales pour pouvoir régler une fois pour toutes ces questions. Et comme ça, tout le monde sera responsable en même temps. Un dernier mot sur les réactions des partis politiques, les communiqués, ils diffèrent selon les partis. Il y en a qui ont été tendres, d'autres pas, d'autres demandent même la démission du gouvernement. C'est de bonne guerre. Oui, en fait, il y avait déjà une campagne contre le gouvernement et le Premier ministre. Je pense que certains ont profité pour embrayer, mais en général, les communiqués vont à l'apaisement et, comme disait Serge, on tend de plus en plus vers un dénominateur, le plus petit dénominateur commun politique. Et puis le Premier ministre, quand même, il résiste. Je constate qu'il a perdu la voix. Je l'ai écouté hier, mais il n'a pas encore perdu son poste. Moi, j'ai lu seulement Fassoko. Fassoko aussi est à l'apaisement. Et c'est d'ailleurs là que j'ai compris qu'il faut aller à la conférence nationale. D'accord. Pratiquement, c'est à l'apaisement, mais tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat. N'oubliez pas, 21h politique, comment éviter le scénario Ogo Sagou avec Maître Hassan Bari, Noum Togo, Ali Tunkara, et un autre débat spécial, cette fois-ci spécial 26 mars, ce sera demain à partir de 21h en direct en langue nationale bamanankan. Gabriel Magma Konaté reçoit Shogel Maïga, Tcheman Hubert Koulibaly, Muntaga Tal, Tchebile Dramé, professeur Issa Ndiaye autour du thème
Faut-il rester dans la Troisième République? Les acquis sont-ils suffisamment pour qu'on y reste? Ou bien faut-il aller vers une Quatrième République? Les acquis dans les domaines de l'éducation, la santé, la sécurité sont-ils suffisants pour qu'on reste dans la Troisième République? Demain, politique en langue nationale Bamanakan, spécial 26 mars avec Magma en direct sur Africable Télévision. Merci d'avoir suivi ce numéro. Nous étions avec M. Cheikh Markonare, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. À dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre débat de dimanche sur Africable.